Bonjour à tous. Merci de venir découvrir le pôle faune sauvage. Donc, on appelle depuis un certain nombre d'années pôle EVAS, mais on a bien compris que ce n'était pas forcément très facile à interpréter. Et donc, on a le droit d'utiliser le terme pôle faune sauvage. Donc c'est la peut-être 4e journée qu'on fait, quelque chose comme ça, pour à la fois à l'intérieur de l'établissement et également vis-à-vis de nos partenaires à l'extérieur, pour faire un petit peu le point de nos activités, de ce qu'on peut proposer et donner aussi quelques résultats, quelques projets en cours. Hop. Voilà. Alors pour ceux qui ont déjà suivi des présentations, je suis désolée, le point de départ, c'est toujours un petit peu la même idée. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on s'est posé la question de la faune sauvage et de la santé de la faune sauvage avec AgroSup particulièrement. C'est essentiellement pour 3 enjeux, et en particulier parce que bien sûr on est un établissement qui travaille sur la santé. Le premier enjeu, c'est la santé publique, c'est les zoonoses. C'est donc le risque d'émergence de nouvelles entités, et en particulier qui pourraient provenir de la faune sauvage. Actuellement, c'est un axe sur lequel on a beaucoup de poids qui a été mis en particulier par le plan national santé-environnement, qui est décliné dans différentes régions et qui concerne, qui a un certain nombre d'actions, mais en particulier celle de demander de mieux surveiller et de mieux connaître les zoonoses, et en particulier les zoonoses issues de la faune sauvage. C'est un peu une nouveauté en fait dans les plans nationaux sur la santé, parce qu'il y avait un peu une déconnexion auparavant. Alors le deuxième enjeu, en particulier pour les vétérinaires, il est assez évident, c'est celui de la santé animale et des maladies partagées entre la faune sauvage et les animaux domestiques. Un domaine qui n'est pas forcément toujours complètement couvert par les vétérinaires et par la formation vétérinaire, et pour lequel on voit bien que, en particulier, développement de l'élevage en extensif ou en tout cas hors bâtiment, s'accompagne de finalement un risque possible de transmission de maladies ou moins de contacts de différents types de conflits. Et puis le troisième enjeu, c'est bien sûr les écosystèmes, la santé des écosystèmes et la préservation de la biodiversité qui sont associés. Et donc dans cette optique-là, on a besoin de mieux connaître, de surveiller, éventuellement de gérer quelquefois des problématiques de santé dans le cadre des populations et des écosystèmes. Alors, quand on a ce genre de problématique, il était apparu déjà depuis pas mal de temps que ce ne sont pas des questions simples à aborder parce qu'elles ont pas mal de dimensions. Donc là, j'ai remis les 3 santé concernées. Mais comment est-ce qu'on aborde ça ? On aborde ça, bien sûr, à partir de toutes les disciplines médicales que j'ai un peu rassemblées ici, mais en particulier, évidemment, la question du diagnostic qui va se poser de façon assez particulière en faune sauvage. Je ne sais pas si quelqu'un nous entend, mais on n'entend pas quand on est en visio. Ok, donc vous entendez quand je parle là ? Pas du tout. Visiblement, non. J'ai l'impression que personne ne se rend compte qu'on n'entend absolument rien. J'ai écrit un message à Nathan qui est dans la salle. Ok. Est-ce que vous m'entendez là ? Là, on entend. Oui, on s'entend entre nous. On s'entend entre nous, c'est bien. On va faire d'entendre Emmanuel, je pense. Oui, bonjour, c'est Emmanuel Gillot en amphi. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend, Emmanuel. Fabuleux. Pour la première fois. Merci beaucoup. Et désolé, du coup, alors vous avez vu la première diapo, vous n'aurez pas le son, la première diapo, je reprends la deuxième alors. Donc la première diapo sur les enjeux de la santé de la faune sauvage nous amenait à l'idée que la santé de la faune sauvage ne peut pas être approchée autrement que par des dimensions, que par des approches multidimensionnelles et multidisciplinaires. Donc les différentes santé sont au centre, parce que c'est vrai qu'on commence souvent par ça, mais en réalité ces différentes santé elles vont nous amener à nous intéresser à ce qu'il y a autour, et donc en particulier ce paysage qui est finalement autour de la santé et qui doit être appréhendé dans des cadres agronomiques ou écologiques,
un petit peu les deux. Donc là aussi, ça veut dire qu'il faut rapprocher un peu ces disciplines. Et en fait, dans ce paysage, évidemment, on a un petit peu dans l'idée de dire on travaille sur la nature, sur un paysage naturel. Et évidemment, dans ce paysage, il y a des activités humaines. Et donc, il y a des sciences humaines et sociales et des sciences politiques qui vont s'inviter également. Alors, dans ce contexte-là, donc le pôle faune sauvage, il a été créé assez naturellement à Vetagro pour présenter ceux qui ne connaissent pas. Donc on est ici sur le site de Clermont et l'autre site, c'est le site de Marcy-l'Étoile. Sur ces deux campus, on forme des vétérinaires à Marcy, des agronomes ici à Landes et des inspecteurs de santé publique vétérinaire dans le cadre de l'école nationale des services vétérinaires, qui s'appelle aussi France Vétérinaire International, qui se trouve à Marcy-l'Étoile aussi. Donc ce sont 3 formations et qui sont finalement assez complémentaires dans les disciplines, dans les domaines dont on a parlé précédemment. Et donc, à la suite du constat que finalement, chacun travaillait un petit peu dans son coin sur la faune sauvage auparavant, on a proposé de créer en 2016 ce pôle, avec donc essentiellement des collègues de VétagroSup, mais aussi avec des conventions avec différentes personnes qui sont extérieures à VétagroSup, mais qui sont très impliquées dans le pôle et donc qui sont en convention avec nous. Et puis, de façon assez majeure, dès le départ du pôle, il a été soutenu par le ministère de l'Agriculture et qui est constitué en fait notre principal partenaire pour le développement des projets. Alors actuellement, ça donne un petit peu une idée on va dire, du réseau de collaboration. Alors les personnes qui sont dans le pôle sont aussi en fait dans d'autres missions en général, assez régulièrement. Donc il y a des enseignants, des chercheurs, des personnes qui ont d'autres missions de recherche ou d'expertise et qui consacrent une part de leur temps au pôle. Et puis dans le cadre du développement des projets, on a pu aussi de façon un peu temporaire ou un peu plus longue, avoir des personnes qui se consacrent complètement au projet du pôle. Donc en ce moment, il y en a plusieurs et ça, c'est bien. Ils sont contents d'être sur les images parce que quand même, c'est eux qui font un peu le gros du travail. Donc les missions qui ont été proposées, alors c'est d'abord un peu une définition, c'est qu'on a proposé un pôle d'expertise scientifique. L'idée étant qu'il y a besoin vraiment de science en général. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des problématiques complexes, parce que très souvent on a des situations nouvelles qui n'avaient jamais été abordées précédemment. Et donc il y a forcément besoin d'apporter des nouvelles connaissances davantage que d'avoir juste un petit peu des solutions clés en main ou des outils. Et donc, le développement de connaissances, il est un petit peu central. Donc, on a en fait une démarche de développement et de participation au développement des connaissances, de maintien et de développement des compétences et de proposition de méthodes et d'outils, avec différents objectifs. Donc, le tout premier, un petit peu historiquement, qui était venu, était de faire un appui à ce qu'on a appelé le diagnostic. Donc, vous verrez, c'est une acceptation très large du terme de diagnostic, mais souvent, la première question qui se pose dans la faune sauvage, c'est quel est le problème ? Comment est-ce qu'on peut le caractériser ? Le deuxième point, c'est, on a parlé, la question de la surveillance de la santé et de la création de stratégies sanitaires dans la faune sauvage. C'est un domaine qui est en train de se développer pour différentes raisons. Surveillance des zoonoses, loi européenne sur la santé animale qui oblige aussi un petit peu à faire davantage de surveillance. Et donc, les personnes qui ont besoin de faire de la surveillance, ils ont besoin aussi d'un appui pour le faire. Et puis, un appui à la réduction des risques et éventuellement à la gestion des situations d'urgence quand il y a vraiment une problématique à gérer. Et on verra que le dernier point qui est vraiment une clé pour nous, c'est la formation des acteurs, parce que l'idée n'est pas nécessairement qu'on soit la seule ressource disponible. Alors, quand on parle de diagnostic, c'est vrai qu'on pense, et c'était un petit peu le point de départ, au diagnostic à l'échelle individuelle. C'est-à-dire qu'on a souvent de la mortalité dans la faune sauvage avec des situations où on n'a pas forcément énormément d'informations. Et donc, il faut réunir un peu tous les outils dont on peut disposer, avec une base, bien sûr, qui est la pathologie, donc l'autopsie, l'histopathologie, qui est vraiment centrale. Et puis également des méthodes d'investigation complémentaires,
avec ici, nous, on a vraiment identifié le besoin, y compris de développer des méthodes. Par exemple, le diagnostic d'un certain nombre de maladies n'est pas forcément spécifiquement développé pour la faune sauvage. Donc voilà, est-ce que les tests dont on dispose sont pertinents ou pas? Ça reste quelquefois une question ouverte. En termes de diagnostic, on est un petit peu obligé de s'appuyer aussi sur vraiment des outils. Et donc c'est pour ça qu'un des plus gros développements qu'on a fait dans les premières phases du projet du pôle, ça a été d'équiper VET AgroSup, donc d'abord au niveau du laboratoire de toxicologie, donc qui s'est équipé, complémenté son équipement en termes de recherche écotoxicologique en particulier. Et puis d'équiper également le campus d'une salle d'autopsie complémentaire à celle qui existe déjà, mais qui a un niveau de biosécurité plus important. Et donc ça, c'est ce que va présenter Nathan pour expliquer un petit peu comment fonctionne cet outil. Alors diagnostic, en fait, ça veut dire également qu'à l'échelle de l'écosystème, on peut se poser la question de peut-être on a un souci ou on a une question par rapport au fonctionnement d'un écosystème, comment est-ce qu'on peut caractériser cette situation? Et puis en fait, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, quand on dit un écosystème, on parle en fait souvent d'un agro-écosystème, et puis même plus largement avec la couche humaine, d'un socio-agro-écosystème. Et donc là aussi, quand on a une problématique au départ qui focalise un petit peu l'attention sur la faune sauvage, en réalité, c'est aussi une problématique qui peut avoir des liens avec les activités humaines, avec l'activité agricole ou plus généralement avec les activités ou les présences des personnes. Et donc, il va falloir associer de l'écologie, de l'épidémiologie, par exemple, mais aussi des sciences humaines et sociales. Et là, on aura une présentation de Soledad et de Sébastien concernant des cas groupés de leptospirose pour illustrer comment on peut faire un diagnostic de ce type. Alors ensuite, quand on passe à la surveillance, alors le pôle ne fait pas en soi de la surveillance. En particulier, la surveillance est souvent basée sur des réseaux et de l'animation de réseaux, donc qui n'est pas notre mission à nous. Et par contre, on contribue évidemment au réseau, alors en particulier le réseau de surveillance de la santé des animaux sauvages SAGIR pour le département 69, donc pour les autopsies et pour la gestion des dossiers. Et puis, on a été sollicité pour participer à des démarches avec d'abord les parcs nationaux, donc on reverra un petit peu plus loin, et puis la démarche que vous présentera Pauline, du coup, en l'occurrence, que Julie ne sera pas là. Alors, je ne sais pas si je peux réduire la petite fenêtre sans empêcher les collègues d'entendre ce qui se passe. Parce que tout à l'heure, ça a résulté dans un problème inattendu. Alors, déjà, la souris, elle est à gauche ou elle est à droite là-dessus? Bon. Tout à l'heure, ils se sont manifestés en visio. Donc voilà, ce que vous présentera Pauline tout à l'heure, c'est on a été amené à contribuer au plan national d'action sur le lynx pour définir un petit peu quelques bases biologiques, épidémiologiques et éthiques, dans la mesure où ce PNA avait besoin de protocoles pour la prise en charge des lynx en détresse, pour la surveillance sanitaire des lynx et pour la gestion sanitaire des lynx en captivité. Donc en particulier, Pauline vous expliquera par un exemple de réflexion sur la question de savoir comment on réfléchit au traitement antiparasitaire sur des lynx dans le cadre de la captivité. Alors je vais juste développer un aspect qui est dans cet appui à la surveillance. Une grosse question qui se pose en faune sauvage, c'est la priorisation des enjeux. Donc ça, c'est une question qui est venue d'abord des parcs nationaux pour nous, mais qui se pose également, par exemple, dans le cadre des plans nationaux ou des plans régionaux santé-environnement. Qu'est-ce qu'on surveille dans la faune sauvage? On a trop d'espèces et trop d'agents pathogènes pour tout surveiller, bien sûr. Et donc, on a créé avec un projet avec les parcs nationaux un outil qui s'appelle Priorité Santé Faune, qui est dédié à cette priorisation, qui est en fait une base de données, d'informations sur les espèces et les agents pathogènes que l'on pourrait avoir envie de surveiller. Et on a créé surtout une méthode, donc on essaye de bien faire passer l'idée que l'outil n'est pas en soi une fin, mais que vraiment il y a une méthode autour, qui a pour principe en fait, de faire dialoguer les acteurs de différentes santé. Donc avec, en fait, l'outil s'utilise avec d'abord une phase de préparation, il faut recenser les informations sur les espèces et sur les maladies qui sont déjà présents
et sur les surveillances déjà réalisées dans les zones où on veut se poser la question de cette priorisation. On a ensuite une étape où il faut que les acteurs comprennent bien finalement comment ils peuvent décider sur la base de quoi, quel enjeu ça peut avoir, qu'est-ce qui se passe si jamais je mets plus ou moins de moyens sur la surveillance. Et puis ensuite, cet outil priorité santé faune, eh bien, il permet de faire des listes de maladies priorisées sur la base de 46 critères de priorisation. Donc il y en a quand même pas mal, c'est pour ça qu'il y a un bon travail en amont. Et puis, une fois l'outil utilisé, eh bien, on obtient donc des listes qui servent de base à des discussions qui permettent de faire en pratique une stratégie de surveillance adaptée localement. Donc cette méthode-là, elle commence à être diffusée. Alors en fait, l'outil n'étant pas complètement finalisé, elle commence doucement. Donc on l'a utilisé un petit peu dans le parc des Pyrénées. On va l'utiliser en région Grand Est notamment. Et puis on va le présenter, le diffuser aussi pour le discuter avec des collègues, en particulier scientifiques, qui vont nous permettre aussi possiblement de l'améliorer. Alors le troisième volet, donc l'appui à la gestion des risques. Donc là, c'est un petit peu l'appui à la décision que l'on pourrait avoir besoin de prendre. Et là, on se rend compte assez régulièrement qu'il y a vraiment des besoins de connaissances en amont qui sont assez criants. Donc par exemple, en écotoxicologie, qu'est-ce qu'on peut surveiller ou qu'est-ce qu'on doit gérer? Pour l'instant, c'est vraiment une question très ouverte parce qu'on n'en est même pas vraiment à bien comprendre finalement quelle est l'imprégnation toxique de l'environnement et de la faune sauvage. Alors une problématique qui revient très souvent, c'est celle des risques sanitaires à l'interface domestique-sauvage. Et donc Thibaut présentera un travail qui a été fait dans le cadre de sa recherche, un petit peu en lien aussi avec le pôle, sur la peste porcine africaine, donc sujet évidemment de préoccupation actuellement, pour définir des stratégies à appliquer le cas échéant. Et puis, dans les risques à l'interface, en fait, on voit souvent, en particulier ceux qui travaillent sur la santé, l'aspect transmission d'agents pathogènes, mais c'est aussi, par exemple, le risque agricole. Et donc ça, on va avoir une présentation par Adrien et par Françoise concernant la gestion d'une espèce ravageur. Et ça sera aussi illustré pour ceux qui viennent cet après-midi, parce que c'est ça qu'on va aussi illustrer sur le terrain. Et alors, le dernier volet que je voulais présenter, mais qui sera présenté en premier cet après-midi, enfin juste après, pardon, c'est la formation. Et c'est vraiment l'idée que, certes, on a un pôle d'expertise, mais en fait, l'idéal, ça serait quand même qu'il n'y ait pas tant besoin que ça de faire appel au pôle d'expertise, parce que, comme je vous ai dit, en fait, nous, on a souvent un autre métier à côté, et que, en fait, la faune sauvage, il y a besoin en fait, d'avoir des personnes qui savent prendre en charge ces problématiques-là un petit peu partout. Partout en termes géographiques et qui puissent avoir des idées claires sur la façon de faire. Et donc l'idée vraiment c'est qu'on souhaiterait, et à la fois dans les formations que dispense l'établissement et aussi pour les personnes déjà formées, que ces démarches et ces connaissances relatives à la faune sauvage, elles soient vraiment davantage intégrées dans les pratiques professionnelles. Donc on essaye d'améliorer la formation donc, dans le cadre de la formation des agronomes, des vétérinaires, des étudiants en master. Et en particulier, Sylvain et Julien vont présenter une démarche qui a été proposée pour les inspecteurs de santé publique vétérinaire, qui sont clairement amenés à proposer des décisions sur des problématiques de faune sauvage et qui sont un peu démunis parfois. Et puis, Karine va illustrer juste après des formations qu'on peut avoir plus spécifiquement pour des personnes déjà en train d'exercer leur activité professionnelle. Donc, en l'occurrence, les acteurs de la surveillance qui sont sur le terrain. On est aussi amené à faire des formations pour des collègues chercheurs qui auraient besoin ponctuellement de développer leurs connaissances sur ces sujets de faune sauvage. Pour des vétérinaires praticiens, donc depuis 4 ans, on a un diplôme inter-école en santé de la faune sauvage non captive qui permet de former des vétérinaires qui sont sur tout le territoire à la santé de la faune sauvage pour essayer d'avoir un maillage un petit peu plus complet sur ces sujets. Et puis, l'École nationale des services vétérinaires propose une formation qui s'appelle One Health en pratique, qui est, elle, destinée à des gestionnaires un petit peu plus largement, donc que ce soit en environnement, en santé, en agriculture. Donc tout ça se fait évidemment, on n'est pas tout seul, et l'objectif, c'est surtout pas de prendre la place d'autres personnes, parce qu'en fait, on a tellement de
problématique qu'il vaut mieux travailler avec les autres. Donc ici, on a un petit peu un résumé du réseau de collaboration qu'on peut avoir. Bien sûr sur la faune sauvage, alors avec bien sûr l'Office français de la biodiversité comme vraiment interlocuteur très important, parce qu'on fait chacun des choses finalement assez proches, et donc autant qu'on s'articule entre nous. Avec donc les parcs nationaux, j'en ai parlé, avec les scientifiques bien sûr qui travaillent sur la faune sauvage. En termes de partenaires aussi directs, et en particulier pour avoir aussi des appuis financiers, on a les acteurs de la surveillance et de la gestion sanitaire qui ont besoin de notre appui. Donc la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale, l'ANSES, et puis donc différentes régions qui ont fait appel à l'expertise du pôle. Et puis on travaille avec bien sûr nos collègues des autres écoles vétérinaires, notamment françaises, en particulier pour développer des outils où on n'est pas tout seul, avec les laboratoires de recherche, particulièrement ici sur Lyon et sur Clermont, et puis différentes associations ou autres laboratoires à l'extérieur qui ont pu faire appel à nous. Voilà, donc ça c'est un peu la présentation très générale, et puis on va rentrer dans les exemples